à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore, 150 $ à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Transposer au continent la priorité de réduction des émissions à effet carbone tout en réduisant les embouteillages. Kigali tente la solution vélo électrique. GoraRide est un projet qui consiste à diminuer le nombre de ceux qui attendent longtemps les bus, en plus cher pour certains. Cap sur Douala et son nouveau Grand Mall. C'est le dernier né de la tendance hypermarché géant qui a commencé à déferler sur l'Afrique. Les personnes qui viennent se sentent clairement valorisées, contrairement à d'autres espaces où elles ont pu aller auparavant. Donc ce qui a rendu l'engouement très très fort. Les riziculteurs sont en pointe pour lutter contre la concurrence asiatique et faire triompher la production locale. La première chose, c'est essayer d'organiser des relations mieux faites entre ces différents intervenants de façon à atteindre un produit fini de meilleure qualité et de meilleur prix. Réduire les émissions à effet carbone est plus que jamais une priorité mondiale. Mais comment y arriver concrètement ? La réponse est plus ardue. Cette année, des chercheurs de l'Université d'Oxford ont conclu que les émissions liées au vélo peuvent être 30 fois inférieures pour chaque trajet à celles liées à la conduite d'une voiture à carburant fossile. En Afrique, certains pays s'essayent à des alternatives pour régler d'un seul coup deux problèmes, la pollution et les embouteillages. C'est le cas de Kigali, la capitale du Rwanda, a désormais un nouveau moyen de transport en vélo électrique en libre service. Regardez. La métamorphose de Kigali, capitale en transformation continue, génère un afflux constant de nouveaux équipements. La forte croissance de la population est aujourd'hui devenue un obstacle considérable à la fluidité des transports, d'où des embouteillages quasi constants. Les taxibus, motos ainsi que les taxi-voitures sont les moyens les plus fréquemment utilisés par une majorité d'habitants. La circulation quotidienne à vélo n'est pas une habitude des Kigalois. Et pourtant, GoraRide, une start-up locale, n'a pas hésité à se positionner sur ce segment. GoraRide est un projet qui consiste à diminuer le nombre de ceux qui attendent longtemps les bus, en plus cher pour certains. D'où cette initiative de transport public des vélos en libre service à mobilité électrique qui a reçu le feu vert de la municipalité de Kigali. L'idée de la société GoraRide, née en 2017, est d'introduire le vélo comme nouveau moyen de transport à un prix abordable pour tout le monde. Nous avons choisi le Rwanda parce que l'infrastructure des villes du pays est très favorable au transport vélo. En plus, les habitants de la ville circulent beaucoup à pied, alors cela a été un signe qu'ils aimeront faire leurs courses à vélo qu'à pied. Les vélos dans la ville, un concept reçu en Occident, est aujourd'hui importé au pays des 1000 collines. Depuis le lancement de cette initiative, 12 points de stationnement comme celui-ci sont actifs dans les carrefours de la capitale. Tout nouvel utilisateur doit d'abord télécharger l'appli GoraRide afin de bénéficier de 2 mois d'utilisation gratuite. Et les utilisateurs aiment déjà le concept. J'ai entendu parler de ces vélos. J'ai essayé aujourd'hui et j'aime pas seulement son agilité, mais aussi le fait que je peux m'en servir pour mes courses sans problème. Ça va tout changer. Chaque vélo est doté d'un verrou électronique. Et pour le déverrouiller, il faut avoir un abonnement valide sur l'appli mobile dédiée. Après avoir effectué son trajet, l'utilisateur placera le vélo à la station de sa destination pour que le prochain utilisateur puisse en son tour l'utiliser. À tous les points de stationnement de vélo, les utilisateurs s'inscrivent dans les cahiers en présentant leur identité et numéro de téléphone. Nos collègues Angèle expliquent comment procéder en commençant par télécharger l'appli nécessaire pour profiter de 2 mois gratuits et créer un compte, les voies réservées aux vélos et les zones de circulation.
Avant de lancer ses projets, Guraride a déjà produit plusieurs prototypes de vélos afin de valider 2 modèles compatibles au relief du Rwanda montagneux, où la majorité de la population vit dans des régions d'altitude moyenne. Nous avons 2 types de vélos, les à chaîne et l'autre électrique. Au fur et à mesure qu'on pédale, la batterie se recharge. Ceci est un arrière-plan, notre contribution pour protéger l'environnement contre la pollution. Donc les vélos Guraride sont très écolos. En couleur verte, jaune et bleue du drapeau national, certains jeunes utilisateurs sont habitués déjà à rouler régulièrement à vélo. Simbi Adelaide, une habitante de la capitale, reconnaît la différence entre le vélo habituel et celui de Guraride. La différence est que le vélo connu par tous nécessite une vie forcée de pédaler. Mais avec celui de Guraride, je suis à l'aise. À cause de son élégance, sur mon trajet, tout le monde le contemple. Derrière cette innovation se trouve Umuhoza Pamela Ella. Elle dirige un groupe de jeunes qui gèrent en distance l'utilisation de vélos. Ils peuvent suivre en temps réel le parcours de clients pour éviter soit l'endommagement ou vol. Les vélos de Guraride sont importés par pièces détachées. La start-up a mis en place l'atelier d'assemblage et de réparation. Voici Donat, un des techniciens en charge d'assembler le vélo. Pièce par pièce, jusqu'à l'essayage, Donat et son collègue parviennent à construire un vélo pendant plus ou moins 25 minutes. Ils sont également formés à la maintenance. C'est ici que nous procédons à l'assemblage et maintenance. Nous avons été formés pour cela. Nous sommes prêts pour intervenir à tout moment. Comme tout le monde ne conduit pas de la même manière, je crois que la crevaison aura été notre pire cauchemar. Mais nos pneus sont écrévables. Vu la qualité de nos vélos, nous pouvons envisager la maintenance régulière chaque 3 semaines. Guraride collabore avec les autorités de la ville de Kigali et d'autres districts du Rwanda afin de placer les postes de stationnement dans plusieurs quartiers et fixer le prix officiel qui variera entre 100 francs et 200 francs rwandais le trajet. Guraride a pour le moment investi dans la fabrication de plus de centaines de vélos. 80 sont en circulation dans la capitale et d'autres vont bientôt circuler également à l'intérieur du pays. Et les grandes entreprises qui travaillent en Afrique prennent aussi de plus en plus au sérieux l'enjeu d'assurer une production d'électricité suffisante à la population tout en respectant des objectifs de neutralité carbone. C'est le cas par exemple du groupe CFAO. Cette société multinationale est un leader de la distribution automobile, des produits et services pharmaceutiques ainsi que de la gestion de centres commerciaux en Afrique. Et elle ambitionne aujourd'hui de se positionner sur le marché des énergies renouvelables. J'ai rencontré à Dakar son président, Richard Biel, et je lui ai demandé comment son groupe abordait la question de la neutralité carbone en Afrique. Écoutons-le. L'Afrique émet moins de 4% des émissions de CO2 dans le monde, donc une partie réduite, mais à l'inverse, c'est une des principales victimes des conséquences du réchauffement climatique, avec des conséquences de montée des eaux, de sécheresse, de migration des populations. Donc il y a vraiment un enjeu très fort pour l'Afrique. Il y a un premier enjeu, c'est déjà d'assurer la production d'électricité en quantité suffisante. Déjà, ça, c'est le premier enjeu primordial. Et puis ensuite, de faire en sorte que cette électricité soit d'origine renouvelable. Et là, il y a, je pense, un champ énorme de projets, de déploiement de projets dans tous les pays. Il y a des projets qui sont financés par le Japon, des projets qui sont financés par l'Europe, d'autres qui sont financés par la Chine. Pour ce qui concerne CFAO, on a pris des engagements. On est émetteur de CO2, comme toutes les entreprises dans le monde. L'engagement qu'on a pris, c'est de diviser par 2 d'ici 2030 nos émissions de carbone. On a commencé à mesurer précisément ces émissions. On sait maintenant à quelle hauteur on émet du CO2. C'est 124 000 tonnes. Donc, pour donner le chiffre précis, on sait où, on sait comment. 2 tiers par l'électricité, 1 tiers par les consommations de carburant. On a un plan d'action extrêmement précis pour faire en sorte d'équiper tous nos sites de panneaux solaires dans un premier temps. Donc, ça, c'est un volet. Le deuxième volet, ce sera de contribuer autant qu'on puisse le faire et aussi rapidement qu'on puisse le faire, un remplacement des véhicules thermiques par des véhicules hybrides dans un premier temps. On commencera à en commercialiser l'année prochaine et puis électriques quand les infrastructures permettront
de commercialiser des véhicules électriques en Afrique. Donc un très beau challenge qui vient s'ajouter aux autres, mais qui motive les équipes et qui correspond, je dirais, à une prise de conscience depuis le Covid, qu'on ne pouvait plus continuer à regarder ce sujet-là de manière théorique, mais qu'il fallait vraiment mettre un plan d'action sur la table. C'était Richard Biel, le PDG de CFAO. La Bourse du Kenya vient justement de publier un guide des normes de communication d'information en matière environnementale, sociale et liée à la gouvernance. C'est ce qu'on appelle les normes ESG. L'idée est d'aligner ces informations fournies par les entreprises cotées à Nairobi sur les critères internationaux utilisés par les marchés financiers étrangers. La Bourse de Nairobi a précisé que les entreprises cotées sur son marché disposaient d'un délai d'1 an pour se familiariser avec ces normes de reporting ESG. Plusieurs bourses africaines comme celle d'Égypte, du Nigeria et du Botswana les ont déjà adoptées. Je me tourne maintenant vers le Cameroun pour notre deuxième reportage et particulièrement vers Douala. Dans cette métropole économique plébiscitée par le monde des affaires, le plus grand centre commercial de l'Afrique centrale s'est ouvert il y a quelques mois. Ces grands magasins adossés à des galeries marchandes de boutiques et même des complexes de cinéma séduisent un nombre croissant de citadins, comme l'a constaté notre journaliste Aboubakar Siddiq Mounchili. Regardez. Douala, métropole économique du Cameroun. À quelques jets de pierre de l'aéroport international, le Douala Grand Mall s'impose de lui-même. Ce gigantesque espace commercial abrite des entreprises et enseignes tant nationales qu'internationales qui offrent tout type de produits, parfois à des prix à portée de tous, des services et des opportunités, de quoi satisfaire la demande d'une population sans cesse à la recherche des facilités et des nouveautés. Franchement, j'ai été très surprise de voir qu'il y avait tout. Quand je vois comment j'ai payé les excédents de bagages, parce que je me disais qu'il faut que je prenne, si je prenne ça. Pourtant ici à Carrefour, j'ai trouvé tout ce que j'ai à Carrefour là-bas et à des prix parfois même légèrement inférieurs. Pour toutes les raisons, les clients et autres visiteurs défilent ici près de 10 000 personnes par jour. D'après les responsables de ce centre, le Douala Grand Mall allie à la fois commerce, divertissement et loisirs. Les personnes qui viennent se sentent clairement valorisées, contrairement à d'autres espaces où elles ont pu aller auparavant. Donc ce qui a rendu l'engouement très fort. 160 magasins et boutiques, un grand parking souterrain, un multiplex de 5 salles de cinéma, un supermarché qui fait courir des services de banque, de téléphonie, d'assurance et de pharmacie, des offres de tout genre et la liste est longue. Plus grand centre commercial de la zone CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le Douala Grand Mall est implanté sur une surface de 18 500 mètres carrés, de quoi offrir de la place à toutes sortes d'entreprises imaginables à la conquête des clients, avec un accent particulier mis sur le Made in Cameroun. Ici, nous proposons du Made in Cameroun parce que l'objectif est de promouvoir le Made in Cameroun, de faire comprendre à nos amis étrangers que les Camerounais peuvent faire de belles choses. Par exemple, des chaussures comme ça, on les fait au Cameroun. Tout le matériel que nous utilisons, c'est fait au Cameroun. Il y en a certains qui sont tissés à la main. Les responsables de Douala Grand Mall mettent en avant 4500 emplois directs et indirects qui devraient être générés par les activités commerciales du centre. Mais au-delà des bénéfices directs aux populations et aux entreprises, c'est également le développement de toute la métropole qui va être dynamisé, à commencer par l'avenir de la commune de Douala 3e qui héberge cette hyper-infrastructure commerciale. Cela modernise un peu l'urbanisation, cela modernise la vie de ces populations parce que vous savez que l'implantation d'une grande surface comme celle-là est usuellement, s'adressait usuellement à une catégorie de population qui on pensait aisée, très aisée, mais aujourd'hui on se rend compte que c'est tout le monde qui trouve son compte dans ces magasins. Nous, on est vraiment satisfaits parce que cela réoriente les pôles de demande, c'est-à-dire au niveau de la circulation. On sait qu'il fallait aller à quoi? Il fallait aller pour avoir à faire ce genre d'achat. Aujourd'hui, on viendrait vers chez nous pour se ravitailler.
Avec un taux d'occupation d'un peu plus de 70%, près de 4 mois seulement après son ouverture officielle en décembre 2020, il s'agit là de la première phase d'un vaste et ambitieux projet dont le second volet, annoncé, promet tout aussi de donner un autre visage à la ville de Douala, au Cameroun tout entier et la sous-région. C'est la première phase, donc le Douala Grand Mall suivra donc la phase 2, le Douala Business Park, qui va donc être comme une destination aujourd'hui pour les Camerounais en premier, mais bien sûr aussi pour l'Afrique centrale. Pour y parvenir, il a fallu un investissement de plus de 80 milliards de francs CFA, environ 149 millions de dollars USA, dont plus de 50 milliards pour la première phase, fruit d'un partenariat entre le fonds d'investissement britannique Actis et l'entreprise locale Craft Contractor. Pour l'entretien du centre commercial, nous avons un plan de maintenance quotidien, hebdomadaire, mensuel et approuvé, de sorte que des techniciens hautement qualifiés travaillent dans le centre commercial. Nous respectons chaque jour le calendrier et nous le maintenons à jour pour garder le centre commercial à un bon niveau. Depuis quelques années, on assiste à une poussée de fièvre d'implantation des grandes surfaces commerciales en Afrique. Preuve sans doute que ce continent est une mine d'opportunités. Entre 2011 et 2018, par exemple, le nombre de centres commerciaux a doublé sur le continent africain, d'après le cabinet d'études de marché Sagacity Research, dans sa 6e édition d'études Shopping Malls in Africa. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. La capitale du Sénégal, Dakar, a accueilli à la fin du mois dernier le 8e forum de la coopération Chine-Afrique. L'événement triennal s'est conclu par l'annonce d'un engagement chinois de 40 milliards de dollars pour le continent et de fourniture d'un milliard de doses de vaccins. La Chine va également transférer aux États africains une partie de ses actifs de réserve internationaux sous la forme de 10 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux du FMI. Malgré ces avancées, le montant des engagements de Pékin à l'égard du continent a reculé. Pour en discuter, je suis rejointe depuis Rabat au Maroc par Redouane Naja, chercheur au think tank marocain The Policy Center for the New South et auteur du rapport « La diplomatie des forums de la Chine en Afrique ». Le FOCAC 2021 apportera-t-il des surprises? Bonjour Redouane Naja et bienvenue sur Business Africa. Alors je vous pose la question, 40 milliards de dollars d'engagement de la Chine à l'égard du continent au lieu de 60 milliards lors du forum précédent, est-ce que vous êtes surpris? Non, ce n'est pas une surprise. D'ailleurs, comme je l'ai indiqué dans mon policy brief que j'ai consacré à la diplomatie des forums de la Chine en Afrique, le financement de développement a été revu à la baisse. Donc la Chine s'est engagée à financer, à investir directement 20 milliards de dollars sur le continent, 10 milliards via sa part de la nouvelle allocation de droits de tirage spécial. Pour leur part, les entreprises chinoises sont appelées à investir au moins 10 milliards de dollars, ce qui fait un total de 40 milliards de dollars. C'est environ 33% de moins par rapport aux autres FOCAS. Deux derniers FOCAS au FOCAC de 2015 et 2018. Ce recul, pour moi, est dû à la pandémie de la COVID-19 qui a occupé une place, je dirais, importante dans les discussions du FOCAC. À ce propos, la Chine s'est engagée de plus à fournir à l'Afrique 1 milliard de doses de vaccins supplémentaires. Parallèlement, la Chine offre une plus grande ouverture commerciale aux produits agricoles et aux exportations du continent vers la Chine. Cet accord, selon vous, est-il favorable à l'Afrique? Oui, bien évidemment, l'agriculture et le commerce revêtent une grande importance. Le président chinois Xi Jinping a promis un soutien à l'agrobusiness entre la Chine et le continent africain. Pékin ouvrira des corridors verts pour les exportations vers la Chine des produits agricoles africains, élargira de plus davantage les catégories de produits bénéficiant de l'exemption de droits de douane pour porter le volume total des importations chinoises en provenance de l'Afrique à 300 milliards de dollars dans ces 3 années à venir. Bien sûr, l'aide à ce secteur de la part de la Chine
est une attente forte du Sénégal, entre autres des pays africains, en quête de développement. Et la Chine est un énorme marché pour l'agriculture africaine. Donc la coopération séno-africaine dans ce domaine est aussi le moyen pour la Chine d'assurer sa sécurité alimentaire. Et n'oublions pas que la population chinoise compte 1,4 milliard. Merci Redouane Naja. L'Union européenne apparaît de son côté très déterminée à proposer des alternatives aux routes de la soie de la Chine, notamment en Afrique. Elle vient d'annoncer qu'elle allait mobiliser 300 milliards d'euros d'ici 2027 pour des investissements dans des projets d'infrastructures publiques et privées. Le programme Global Gateway, ou Portail mondial en français, entend proposer des termes favorables pour limiter la dette des pays en voie de développement, assortie de règles d'adhésion aux droits de propriété intellectuelle et de standards de droits des hommes et de protection des travailleurs. Arriver à vaincre la concurrence du riz asiatique, c'est la priorité au Sénégal. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, les riziculteurs ont du mal à écouler leur production, mais d'importantes quantités sont toujours importées. Le Sénégal est d'ailleurs le deuxième importateur de riz en Afrique après le Nigeria. Comment sortir de cet engrenage? Notre journaliste Éric Mounier a posé la question aux agriculteurs sénégalais. Regardez. L'Afrique de l'Ouest importe pour plus de 1,5 milliard d'euros de riz chaque année. Ici, sur le port de Dakar, 80% de la consommation des Sénégalais arrive d'Asie et d'Amérique du Sud. Pourtant, même s'il est généralement de moins bonne qualité, le riz local est beaucoup moins cher. Mais les riziculteurs locaux n'arrivent pas à fournir les quantités suffisantes. Pourtant, le pays dispose d'un territoire exceptionnel. Avant de se jeter dans la mer, le fleuve Sénégal forme un immense delta avec un potentiel de 250 000 hectares cultivables. Aujourd'hui, seulement un quart est exploité pour la culture de riz, majoritairement par de petites exploitations familiales. Je divise mon champ en 3 parties, avec des riz différents sur chacune d'elles. Ces variétés n'ont pas les mêmes qualités. Par exemple, la 177 est parfumée. Je la garde pour la consommation, et ce sont les autres variétés que je vends sur le marché. Comme M. Diop, la plupart des agriculteurs gardent une moitié de la production pour leur consommation personnelle et vendent l'autre moitié. Au moment de la récolte, le riz est débarrassé de sa tige et de sa fleur. C'est ce qu'on appelle le paddy. Ensuite, il est transformé par les riziers qui le décortiquent et le blanchissent. Il est alors prêt à la consommation. Pour environ 100 kg de riz récolté, il reste à peu près 66 kg après les transformations nécessaires. Au total, les riziculteurs sénégalais fournissent 150 000 tonnes de riz consommable, très en deçà de la demande du pays, estimée à plus de 600 000 tonnes. Depuis 2008, l'État sénégalais a lancé de grands travaux pour aménager le site du delta du fleuve et augmenter la production de riz. Il est prévu qu'on ait au moins 1 million de tonnes donc de riz blanc, ce qui correspondrait à 1 500 000 tonnes de riz paddy, avec ça concerné tout le Sénégal. Et la part de la vallée en ce moment tournerait autour de 950 000 tonnes. Le riz est gourmand en eau et pour augmenter les surfaces de production, de très nombreux travaux d'irrigation sont nécessaires. Le coût d'aménagement oscille entre 4 et 5 millions de francs CFA à l'hectare, soit entre 7 et 8 000 euros pris en charge par l'État sénégalais. Ce dernier bénéficie également du soutien financier de bailleurs de fonds comme l'Agence française de développement. C'est le cas pour cette parcelle de 2500 hectares en cours d'aménagement, dont les terres seront ensuite réparties à des agriculteurs privés. On a fait des lots de 5, 10, 25, 50 hectares qui vont être attribués après une procédure compétitive à des demandeurs de parcelles, donc qui vont être jugés en fonction de leur capacité à devenir ces agriculteurs privés et qui développent leur activité et dans des conditions économiques très rentables. Le passage d'une agriculture familiale et artisanale à une agriculture orientée vers la rentabilité impose de nouveaux circuits de commercialisation.
Faute d'un accord avant la récolte, les producteurs dépendent totalement de l'offre et de la demande et n'ont aucun moyen de se prémunir contre une baisse brutale des cours, due par exemple à un surplus de production. Un manque de coordination qui pénalise aussi la commercialisation du riz. À 400 km de là, à Dakar, la société Sencom est un des 5 plus importants importateurs de riz. Il y a quelques années, sa directrice décide de tenter l'expérience de commercialiser du riz local. Une tentative qui s'est soldée par un échec, faute d'approvisionnement. On s'était inscrit dans la qualité. Donc l'usine, on lui avait fixé des normes pour cette riz. Ils étaient capables de le faire, ils étaient outillés pour le faire. Mais le problème, c'était le problème d'approvisionnement en riz paddy. Donc sur une année, on n'a même pas pu faire 1000 tonnes, sur toute une année. Donc c'était assez décourageant. C'est l'un des grands chantiers du secteur du riz. La création d'une organisation dans laquelle tous les partenaires s'entendent avant les récoltes. Une façon d'assurer une meilleure cohérence entre la production et la commercialisation. La première chose, c'est essayer d'organiser des relations mieux faites entre ces différents intervenants de façon à atteindre un produit fini de meilleure qualité et de meilleur prix. Si le produit fini se vend à un meilleur prix, in fine, tous les partenaires en bénéficient. Cette organisation interprofessionnelle concernerait les producteurs, les grossistes importateurs, les commerçants locaux et les riziers. Elle permettrait certainement d'approvisionner correctement le marché de Dakar. Là, sur les étals, il pourrait concurrencer le riz asiatique. Et ce sont les ménagères sénégalaises qui trancheront entre les deux. C'est de l'importé, c'est du bon riz. À chaque fois, j'en prends pour moi et mes parents. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens achètent le riz importé, mais pour moi, le local est moins cher et meilleur. Avant, je ne consommais que du riz importé, mais maintenant, je prends du riz local uniquement. Je le trouve meilleur et surtout, on dit qu'il est bon contre le diabète, parce qu'il a moins de sucre que le riz importé. La filière sénégalaise du riz est à l'aube d'une nouvelle ère avec de nouveaux aménagements, des variétés de meilleure qualité et une interprofession organisée. Mais ces mesures ont un coût et cela pourrait avoir un impact sur le prix du riz sur les marchés. Les acteurs de la filière devront alors s'entendre pour rester concurrentiels face au riz asiatique. À défaut, c'est l'ensemble du secteur qui pourrait être menacé. Voilà, c'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 565. Tous à vos crayons, écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Que loue Gura Ride au Rwanda? Des voitures, des vélos électriques, des camionnettes. Deuxième question. Combien de magasins et boutiques compte-t-on au Douala Grand Mall? 5, 76 ou 160? Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet africaonair.com à la page replay. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses bien sûr. Ce jeu par exemple est le numéro 565. Le gagnant recevra 150 $. Rendez-vous sur notre site africaonair.com à la page replay pour les modalités. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 564. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question. Que produit l'entreprise familiale Lowa en RDC? Réponse, du chocolat. Deuxième question. Combien de têtes a le troupeau de bétail de Simon Ilwindi en Zambie? Réponse, 110. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour Initiative Africa. Je vous proposerai de revoir ensemble les meilleurs moments de nos interviews de l'année. En attendant, vous pouvez bien évidemment revoir cette émission sur notre nouveau site internet africaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.